Je sens que vous avez bondi sur la notif, hein, parce que ça fait quand même un peu comme une série, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ça, il y a un petit côté où on s'est vu la semaine dernière, on s'est arrêté sur quelque chose, et là d'un coup on va directement voir la suite avec Fergie Ferg. On pourrait même dire, juste pour le plaisir de le dire, dans l'épisode précédent, oui, on va laisser ça juste comme ça, comme une sorte de suspense. Et ceux qui veulent aller voir la vidéo sur la carrière de Nicole n'auront qu'à cliquer et aller voir la vidéo sur la carrière de Nicole. Et pourquoi il y a un lien presque fatal entre cette vidéo et la vidéo sur la carrière de la meilleure chanteuse d'hymne national au monde? C'est quoi? Je vous demande de vous lever. Si vous êtes dans le métro, n'importe où vous vous levez. Moi, je me lève. Hein? Non, ça sert à rien. Ok. Bref, vous, où que vous soyez, vous vous levez. Et on accueille bien sûr les vocals. Just that star spangled Ça, c'est quand tu ressens le patriotisme, tu ressens ton pays jusqu'au bout de tes faux ongles. C'est-à-dire que elle y est, on sent toute la passion. Ou alors, c'est la farine, c'est les crêpes, tout ça mélangé. Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on devrait tous chanter les hymnes nationaux de nos pays, en fait. C'est-à-dire qu'y aller jusqu'à la mort. Je suis d'ailleurs surpris qu'elle ne se soit pas évanouie à la fin, tellement elle est engagée, quoi. Et je suis sûr que c'est comme ça que Marion Maréchal Le Pen envoie les vocals sur la Marseillaise quand elle est seule dans sa salle de bain. Les murs sont en sueur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bon, vous pouvez vous rasseoir et je sais, c'était un peu facile. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de commencer cette vidéo en taquinant un peu Fergie, quoi. On l'aime bien, Fergie. Enfin, je crois, non? Tout le monde l'aime bien. C'est une des pop stars les plus populaires des années 2000. D'abord parce que c'était la seule chanteuse du groupe Black Eyed Peas qui a cartonné avec des titres comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Mais c'est surtout dans sa génération, l'une des plus anciennes du game. Fergie est là depuis le début des années 80. Son statut en tant que chanteuse solo et pop star d'envergure va ensuite être confirmé avec l'album de Duchess qui va avoir des succès comme celui-ci. Mais depuis, Fergie a quelque peu disparu. Disparu pas simplement parce que son dernier album n'a pas marché. Et là, je vous prends directement à partie. Parce que sous certaines vidéos, je vois certains commentaires faire des reproches aux acheteurs américains. Mais il se trouve que là, par exemple, le deuxième album de Fergie, qui sort en 2017, n'a pas simplement floppé aux États-Unis. Il s'est vendu en première semaine à moins de 200, je répète, en moins de 200 exemplaires en France en première semaine. Avec un tel chiffre, Magali Vaillé pouvait même sortir son champagne pour se moquer de Fergie, mais ça va au-delà de ça en fait. À savoir que Fergie a plus ou moins disparu parce que c'est une pop star, qu'elle était dans un groupe et que ce groupe retrouve en ce moment un certain succès. Les Black Eyed Peas se sont remarketés sur le marché latino. Ils ont notamment un single avec Shakira qui cartonne en ce moment, mais la chanteuse principale, la fille qui les accompagne désormais sur scène, c'est elle. On va donc dans cette vidéo essayer de comprendre ce qui a fait le succès autour de Fergie et des Black Eyed Peas, ce qui a fait ensuite que Fergie cartonne en solo et pourquoi par la suite ça a moins marché, pourquoi est-ce qu'elle s'est fightée par exemple avec Nelly Furtado, quel impact ont eu la farine, les crêpes et tout ça sur sa carrière, pourquoi est-ce qu'à un moment crucial, une grosse partie du hip-hop américain a eu besoin d'elle. Ils l'ont même appelé pour lui dire « Viens, viens Fergie, parce que nous on t'aime bien, on n'aime pas une autre personne là, elle nous emmerde, mais toi tu es sympathique. Pourquoi est-ce qu'on s'est servi d'elle de cette manière ?» Et au final, est-ce qu'elle peut faire un comeback après l'hymne national et bien sûr l'épisode du pipi? On est obligé d'en parler. La fois où elle est sur scène et... Bref, je vous mets l'image. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne parce que là j'ai vu qu'il y a plus de 13 millions de vues sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est immense, 13 millions de vues, mais de l'autre côté on n'est que 130 000 abonnés en fait. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous ne vous abonnez pas et c'est même écrit, YouTube me dit que plus de 60% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, à participer au Tipeee et c'est le début. Alors, comme vous pouvez le voir, une fois encore, la petite Stacey Ferguson, c'est une énième, je vous laisse le dire, l'écrire dans les commentaires,
American Baby. Sauf que elle ne se limite pas simplement à la danse et au chant. Ses parents remarquent aussi très vite chez elle qu'elle a un don pour pouvoir imiter des voix et c'est comme ça qu'elle va tout de suite commencer à faire du voice-over dans les dessins animés. Elle fait la voix off, on l'entend et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, elle peut ressortir un peu sa petite voix de l'époque. Charlie Brown, you blockhead. Elle va ensuite intégrer une émission qui s'appelait Kid Incorporated et qui mettait en scène plusieurs petits jeunes dans l'univers du divertissement. Et dans cette émission-là, la petite Stacy va briller. Elle va même être hyper appréciée parce que tout le long du show, elle sera l'enfant qui va revenir le plus souvent en fait. Elle va faire des dizaines d'émissions sur différents classiques américains comme ici. Et quand le show se termine, elle veut faire partie de l'industrie du disque, mais elle ne sait pas encore vraiment comment se positionner. Elle va former un groupe avec plusieurs de ses amis de l'époque, notamment de Kid Incorporated. Elles vont commencer à répéter et à démarcher les labels en se disant que nous savons chanter, nous avons appris à manier les rouages de l'entertainment américain, nous savons faire des imitations, nous savons faire de la chorégraphie. Il nous faut juste le bon label et on va exploser. Elle s'appelle les Wild Orchid et elle commence avec un style plus R&B pop au début. Elles vont avoir une petite reconnaissance, surtout avec leur single Talk to Me. Mais comme elles ne vont pas réussir à toucher le grand public américain, elles vont essayer de faire une pop plus cheesy à la Britney Spears. Ce qui ne va pas fonctionner, c'était notamment ça. Et c'est aussi à partir de là que Fergie va commencer à se perdre. Elle sort beaucoup, elle fait énormément de soirées et surtout elle s'attache à une farine là extrêmement dure qui s'appelle le Crystal Meth. Fergie est complètement accro, elle en prend matin, midi, soir, ça la brûle de l'intérieur mais elle ne se rend pas compte jusqu'au jour où en 2001, alors qu'elle est en concert avec son groupe et que leur dernier album n'a pas marché, elle tombe sur quelqu'un qu'elle aime bien. C'est un rappeur qu'elle connaît, c'est un producteur qu'elle connaît. Pourquoi? Parce qu'elle écoute ses albums, il fait du rap un peu underground, il s'échange les numéros de téléphone à la fin du concert. Ce monsieur s'appelle will.i.am et elle dit à will.i.am, franchement, je vais pas très bien mais surtout, je veux quitter ce groupe-là pour me lancer dans ma carrière solo. Est-ce que tu pourrais m'aider? will.i.am lui dit, il n'y a pas de problème, je peux produire pour toi, il n'y a pas de souci. Viens en studio quand tu peux. Et Fergie va donc commencer à aller en studio dans les sessions de Black Eyed Peas. Dans les fameuses sessions de Black Eyed Peas, il se trouve qu'au début, will.i.am, comme vous le savez, voulait Nicole Scherzinger en tant que chanteuse du groupe. Mais Fergie est souvent avec eux en studio et c'est elle qui au début est là pour faire les chœurs. will.i.am l'appelle et lui dit, est-ce que tu peux poser ici pour faire les chœurs par-ci par-là? Et la chanson qui va être plus ou moins décisive, c'est Shut Up. Parce que quand ils vont enregistrer Shut Up, le mec d'Interscope, à savoir Jimmy Iovine, va venir, il va écouter Shut Up et il va donc définir le fameux plan de communication qui va devenir le plan de communication des Black Eyed Peas que vous allez connaître en fait. À savoir qu'il va demander à ce qu'on prenne Fergie parce qu'elle est blonde, qu'elle a déjà enregistré sa démo et qu'en fait physiquement elle correspond beaucoup plus aux pop stars de l'époque en fait. On compare beaucoup les pop stars blondes sur la scène pop de l'époque, Britney Spears, Aguilera, et il se dit dans cet univers là on va réussir à la classer, ce sera plus marketable et en plus comme on veut faire une transition beaucoup plus mainstream, elle va nous aider à le faire et c'est donc comme ça que Fergie va être acceptée dans le groupe et qu'ils vont faire cette transition beaucoup plus pop avec elle, avec le premier single Where is the Love. Vous pouvez revoir la vidéo sur la séparation du groupe pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, mais toujours est-il que du côté de Fergie, ce n'est pas forcément une transition facile. Au contraire même, notamment sur les forums de hip-hop et AOL aux États-Unis à l'époque, Fergie est absolument détestée. Pour d'autres qui étaient donc dans la vision de l'ancien groupe très revendicateur, Fergie c'est absolument le mal à abattre. Elle se prend énormément d'insultes, il déteste tout ce qui va se faire après, tout ce qui sera mainstream. Et il pense que c'est elle qui devient le venin du groupe parce que c'est elle qui symbolise ce passage vers un son auquel il n'adhère pas et qui est fatalement le son qui va faire en sorte que les Black Eyed Peas soient connus partout dans le monde. C'est donc une période un peu paradoxale pour elle, c'est-à-dire qu'elle a toute l'attention du mainstream, elle devient une pop star de premier plan et de l'autre côté elle voit que la base fan même des Black Eyed Peas ne l'aime pas. When I first joined the Black Eyed Peas, it was like, I was so excited, it was like this whole epiphany and it was like, boom, where's the love hit? And it was like, who is this terrible person that is joining the Black Eyed Peas? She's ruining it. She's awful. Mais fatalement, elle va apprendre petit à petit à s'accommoder de ça. Et en plus, dans le plan marketing autour des Black Eyed Peas, il y a bien sûr la chanteuse blonde. Mais de l'autre côté, pour pouvoir faire parler les magazines, pour pouvoir avoir aussi un peu de presse people autour du groupe, sachant qu'il n'y a qu'une chanteuse principale, ils vont créer une sorte de lien qui n'était pas vraiment un lien entre deux des artistes de la formation. À savoir, vous l'avez certainement remarqué à l'époque,
Taboo et Fergie. Taboo et Fergie sont souvent ensemble pendant toute la période Black Eyed Peas. C'est ça qui entraîne des rumeurs. Les fans ne savent pas s'ils sont vraiment en couple. Et ça, c'était aussi pour faire parler la presse people, même si après elle va révéler certaines choses. Mais en tout cas, c'était pour faire parler la presse people. C'était pour créer une sorte d'intérêt au-delà de la musique, autour du groupe. Ça va fonctionner. Et sur le second album, Fergie est toujours là. Et c'est même là qu'elle commence un peu à rapper, entre parenthèses, sur certains titres, pour essayer de montrer ses galants aux anciens fans de Black Eyed Peas, même si le son reste toujours très mainstream, et ils vont avoir d'autres tubes comme ça. Lors de la promo de l'album Monkey Business des Black Eyed Peas, la hype autour de Fergie est absolument à son paroxysme. Tout le monde attend qu'elle fasse quelque chose sur la scène pop, et elle va d'ailleurs faire un petit truc qui ne va pas forcément donc plaire à tout le monde. Lors d'un concert, elle arrive sur scène, elle est passionnée par le chant, parce que vous avez vu que Fergie, quand elle chante vraiment, elle kiffe quoi, elle était à fond dans le chant. Et il se trouve que pendant qu'elle chantait, elle était là, shut up to shut up to shut up. Les spectateurs ont commencé à voir que son entrejambe là, ça s'humidifiait en fait. C'était comme de l'eau bénite qui venait sanctifier son pantalon, et donc ils ont vu, ils se sont dit est-ce qu'elle va partir, mais non en fait. Fergie était tellement passionnée qu'elle a continué le concert comme si de rien n'était, et l'histoire va faire un peu polémique. Pas mal de journalistes vont s'en moquer, surtout qu'ils vont avoir de base une mauvaise réponse. Ils vont dire que c'était de la sueur. Rap denied the story, claiming what looked like urine was really a sweat stain. Wow, she's sweating a lot. Et ça va repartir de plus belle parce que les gens vont bien sûr encore plus s'en moquer. Et ce n'est que finalement en 2014 qu'elle va avouer dans une interview que bon, ça arrive à tout le monde d'avoir de l'eau bénite comme ça entre les jambes et d'être tellement béni par les vocals qu'on continue à chanter, parce que c'est surtout ça, elle continue à chanter, mais ça ne doit pas totalement agripper son image à l'époque. Le label va faire en sorte de supprimer toutes les vidéos du fameux pipi d'internet. Et de l'autre côté, ils vont lancer la promo beaucoup plus glamour du premier album de Fergie. Sur ce premier album, Fergie va s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est qu'elle est la seule fille du groupe qui cartonne le plus à l'époque. Comme on l'a expliqué, elle a toute la hype. Tout le monde veut voir ce qu'elle veut faire en solo. Le second pilier est lié au premier, à savoir will.i.am. Le mec a produit la majeure partie des chansons de Black Eyed Peas, ou alors quasiment tout. Il a toute la hype. Tout le monde le veut comme producteur à l'époque, et le fait de l'avoir lui à ses côtés est une assurance d'avoir un minimum d'exposition et une direction artistique plutôt dans l'air du temps, parce qu'il connaît ce qui se fait et que c'est l'un des producteurs les plus en vue de l'époque. Ça, c'était son deuxième argument. Le troisième argument, et le plus important peut-être, est en revanche totalement extérieur à elle-même. C'est une autre chanteuse qui sortait d'un autre groupe, qui a cartonné quelques années avant, et qui va ouvrir une voie. On en a déjà parlé dans la vidéo sur Nelly Furtado, c'est bien sûr Gwen Stefani. Avec son premier album, Gwen Stefani va ouvrir la voie. Elle sort aussi d'un groupe, elle compile tout un concept, à savoir que c'est à la fois pop, un peu rock, à la fois un peu R&B, et surtout très hip-hop et très accepté par la scène hip-hop. C'est hyper important de le comprendre. Avoir Gwen Stefani avec Pharrell Williams qui passe 10 semaines en tête des charts R&B hip-hop aux États-Unis, c'était quasiment impossible avant que ça ne se passe, parce que c'est une chanteuse blanche qui n'était pas forcément acceptée par le public afro-américain. Gwen ramène ce truc-là un peu barré dans son propre concept à elle, et là d'un coup, plein de majors vont se dire il faut absolument qu'on suive cette voie-là. C'est comme ça donc que Nelly Furtado, vous pouvez aller voir la vidéo sur sa carrière, va changer de créneau. Ce n'est pas pour rien qu'elle fait d'abord appel à Pharrell Williams, c'est parce que Pharrell vient de faire cartonner Gwen. Et donc de l'autre côté, quand Interscope doit penser l'album de Fergie, bien sûr, ils vont énormément s'inspirer de ce qui venait de se faire chez Gwen Stefani en fait. Rien que le premier single, London Bridge, qui est aussi une position de Kama Sutra pour les plus anciens, bah quand vous l'écoutiez à l'époque, si vous ne faisiez pas attention, ça sonnait exactement comme une chanson de Gwen Stefani. Sa touche en plus sera que la vibe, entre parenthèses, hip-hop sera plus assumée. Mais c'est exactement le même concept, avec une espèce de truc où on sait ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait, on est là, on ne sait pas si on est là. C'est un peu barré mais très travaillé. Visuellement, c'est extrêmement fin et extrêmement coloré, exactement comme Gwen Stefani. Et elle va avoir donc un autre succès avec Fergalicious que will.i.am lui produit. La grande balade de l'album, c'était bien sûr Big Girls Don't Cry, qui rappelle pas musicalement mais dans la manière dont c'est pensé, clone de Gwen Stefani en fait. Quand vous écoutez les deux albums, vous allez voir que même si ce n'est pas un plagiat, parce qu'effectivement chez Fergie, comme c'est will.i.am qui produit, il y a quelque chose de plus hip-hop et soulful dans l'esprit, mais en fait sur les bases même, on voit bien que c'est un album qui a été inspiré par celui de Gwen Stefani en fait. Elle le sort au bon moment, avec sa propre touche, avec toute la hype autour d'elle, et bien sûr, ça va être un immense succès.
C'est aussi à partir de ce moment-là que Fergie va donc avoir son premier Girl Fight. Oui, je l'ai fait une fois pour toutes les fois, je vais pas non plus le refaire à chaque vidéo, mais Fergie, qui s'entendait plutôt bien avec Gwen Stefani, se retrouve exactement sur le même créneau qu'elle en fait. Il y a des différences entre les trois créneaux, mais en fait sur la base, c'est vraiment Gwen qui inspire et on fait des différentes versions. Et il se trouve que comme elles sont maintenant sur le même créneau, elles s'entendaient avant, mais elles se sentent désormais un peu rivales. Elles se disent, mais est-ce que celle-là ne va pas vendre plus que moi? Alors que les deux cartonnent. Et surtout, dans la chanson Fergalicious de Fergie, il y a une phrase qui dit ceci. Fergalicious, but I ain't promiscuous. En fait, Fergie veut dire que oui, je suis Fergalicious, je suis sexy, attirante et tout, mais de l'autre côté, je ne suis pas une femme aux mœurs légères. C'est un peu le message de sa chanson. Et si tu veux quelque chose avec moi, si tu penses que le fait que je sois comme ça t'attire, il faut te prosterner devant moi et après, je vais te donner une autorisation. Et elle oppose ça donc au côté promiscuous, qui avait donc été utilisé par Nelly Furtado, qui s'assumait en tant que femme plus ouverte, on va dire. Et ça va un peu énerver Nelly, qui va donc lui répondre sur la fameuse chanson Give It To Me, où tout le monde tape sur tout le monde en fait. Timbaland tape sur Scott Storch, Justin Timberlake arrache le second corset de Janet, et bien sûr Nelly Furtado donne la fatale à Fergie. Le titre Give It To Me cartonne, Fergie écoute ça à la radio et se dit mais attends, c'est moi qu'on clash comme ça publiquement, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aimais bien cette fille en fait, comment elle peut me clasher comme ça? Et donc de fait quand Daddy Yankee l'appelle et lui dit je veux que tu poses sur le remix de Impacto, elle lui dit frère je n'attendais que ça, je ne sais pas ce qu'elle me veut, mais il y a une Canadienne là, elle m'a clashé dans sa chanson, ils sont numéro 1 au Hot 100 et il faut que je lui dise ce que je pense et qu'elle vienne me le dire face à face, parce que c'est ce que Fergie veut en fait. Fergie veut que Nelly vienne face à elle et qu'elle lui dise les choses. La scène pop va commencer à jaser parce que avant on disait que les deux étaient plutôt issus de Gwen Stefani et là les deux se battent et les gens vont commencer à dire qui est la meilleure, est-ce que c'est Fergie, est-ce que c'est Nelly Furtado, et au final lors d'une interview radiophonique Nelly Furtado va expliquer le bif et c'est peut-être l'un des bifs les plus ridicules de la scène pop et hip-hop réunis en fait, à savoir qu'en fait Nelly Furtado n'avait pas de problème avec Fergie, c'est juste que quand elle a entendu la chanson et qu'elle a entendu le mot promiscuous, elle s'est dit que Fergie était en train de l'attaquer, sauf que Fergie ne l'attaquait pas, sans appeler Fergie, elle s'est quand même dit que au cas où je lui lance un petit coup et on va voir si elle répond. De l'autre côté, Fergie a donc répondu, mais en fait de base, Fergie n'avait pas de problème et le label va les obliger à s'appeler et quand elles vont s'appeler, elles vont se rendre compte qu'en fait, c'était un malentendu. Il n'y avait pas de problème en fait, c'est-à-dire que Fergie, I love you, yeah Nelly, I love you too, yeah girl. C'est juste que Nelly Furtado pensait que Promiscuous là c'était elle qui avait inscrit ça dans le dictionnaire et que si quelqu'un utilisait ça c'était peut-être pour la piquer, surtout une autre femme dans le même créneau. C'était un peu ce genre de choses et c'était d'autant plus bête que à l'époque les chansons filtraient avant leur sortie et moi je me rappelle très bien qu'on a eu la démo de Fergalicious avant la démo de Promiscuous en fait. Donc de fait Fergie, à part si elles ont vraiment des liens en back, n'a pas entendu la version de Nelly Furtado avant de sortir la sienne en fait. C'était vraiment un clash pour du rien du tout. L'ère de Duchess se termine, Fergie est vraiment imposée sur la scène parce qu'elle vend très bien, mais je pensais quand même qu'à la fin de cette ère-là, elle n'avait pas suffisamment imposé son personnage au niveau du branding en fait. Certes, elle parlait beaucoup de ses problèmes d'addiction, mais les gens ne savaient pas tout à fait qui était Fergie. Il y avait toujours une distance, comme quand elle fait le Today Show et qu'elle vient nous montrer que je suis une grande sportive. Et il y avait aussi toujours ce côté, c'est la fille des Black Eyed Peas, rôle qu'elle va très vite reprendre, elle va devenir brune et ils vont lancer le fameux album The End qui va aussi être le début des Zones de Flowery à très grande échelle. Toutefois, dans la sphère pop, on ne peut pas nier que The End, pour le pire comme le meilleur, parce que là encore, il va y avoir une sorte de scission. À savoir qu'il y avait des gens qui aimaient Black Eyed Peas, premier album, deuxième album. À partir de The End, ils vont dire que les gars, ça c'est un peu trop. Et de l'autre côté, il y a des gens qui aimaient pas du tout Black Eyed Peas, leur truc c'était le bruit là. Ils vont se dire que Dieu merci, ils sont venus vers nous. Donc ça va être un peu ça, mais toujours est-il que cet album, tout n'y est pas à jeter. C'est un album qui est très intéressant et surtout, il y a un avant et il y a un après The End sur la sphère pop de l'époque.
L'album va avoir un succès qu'on ne décrit plus et ils vont enchaîner sur un autre album qui en fait était bourré de rush d'anciennes sessions qui s'appelait The Beginning et qui va lui aussi avoir un bel accueil commercial, surtout pour Fergie qui est toujours en frontline, elle est toujours la meuf du groupe, même si ce n'est plus la folie du début. Après le 4e album ensemble, les esprits s'échauffent, surtout que will.i.am, dans la presse internationale, vous vous rappelez de son interview à Canal+, quand Michel Denisot lui dit notamment que oui, c'est un peu grâce à Fergie qu'il a eu le succès et qu'il répond que Black Eyed Peas, c'est moi. Il a un peu ce problème d'ego où il faut vraiment qu'il réimpose son son. Il explique que c'est lui le visionnaire du groupe, ce qui n'est pas faux en fait, c'est vraiment lui le visionnaire du groupe, mais le fait que Fergie soit venu a quand même apporté une touche qui fait en sorte que le groupe a un succès planétaire. Et de l'autre côté aussi, Fergie a une vie personnelle, elle se marie et elle veut aussi se consacrer à sa vie de famille. C'est donc comme ça qu'en fait, chaque membre du groupe va un peu dans son coin, chacun teste un peu des trucs de son côté et Fergie surtout se consacre à sa vie de famille. Alors en off, et je dis bien en off, il est dit qu'en fait, il y a une dépendance chez Fergie qui va continuer. C'est-à-dire qu'elle est encore un peu accro à la farine. Il faut voir qu'elle en parle beaucoup parce que ça a vraiment été traumatisant pour elle à certaines périodes avant d'arriver et donc de rencontrer will.i.am. Elle explique que en fait, elle était tellement dépendante à la farine et aux crêpes qu'elle était persuadée que le FBI la suivait et filmait tout ce qu'elle faisait en fait. Elle hallucinait toute la journée et qu'un jour elle est entrée dans une église parce qu'elle pensait que le FBI filmait tout ce qu'elle faisait. Elle courait partout, elle est entrée dans une église, elle a demandé à Dieu de la sauver et d'un coup Dieu l'a sauvée. Et donc comme ça qu'elle a arrêté de se droguer à l'époque. Sauf qu'il se pourrait qu'elle ait continué et que quand elle a rencontré son mari actuel, elle était beaucoup plus relaxe avec certaines substances et que c'était donc mieux qu'elle se reconcentre sur une vie beaucoup plus saine à ses côtés. Et c'est vrai que quand on regarde Fergie dans le groupe à l'époque, entre les péroulés un peu partout, les pipis sur scène, on voit que souvent elle est un peu extrême dans sa manière de fonctionner, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle se drogue, peut-être elle est comme ça, mais c'est une des raisons qui explique que quand elle s'est mariée, elle s'est un peu retirée de la formation pour se consacrer à sa vie familiale, jusqu'en 2013 quand Interscope a frappé à la porte pour lui dire que meuf, depuis ton premier album, il s'est passé pas mal de choses, il y a pas mal de nouvelles sur la scène pop, faudrait que tu reviennes en fait, faudrait que tu lâches des singles et que ça marche, on a du budget pour toi parce que le premier a très bien marché, appelle will.i.am, elle va appeler will.i.am qui va commencer à bosser avec elle, qui va l'envoyer vers d'autres producteurs, elle va faire venir DJ Mustard, elle va lâcher un premier single, c'était ça. Le titre va avoir un accueil un peu mitigé, ça fait quasiment 7 ans qu'elle est partie, elle est passée par la vague On The Floor avec les Black Eyed Peas, là elle revient avec un single qui mélange hip-hop et pop, ça prend moyen dans les charts, mais il y a quand même une petite appétence et ça lui permet de se replacer sur la scène, de recommencer à faire de la promo. Et sur le second single là, ils vont s'assurer de choquer la planète entière pour faire en sorte que ça marche. C'était vraiment la technique de l'époque en fait, un peu comme LL Cool J et Jennifer Lopez, c'est-à-dire que tu fais un titre un peu barré, tu mises sur le clip à fond comme beaucoup le font actuellement et tu espères qu'il va marcher derrière. Je pense toujours que cette chanson serait sortie aujourd'hui à l'ère du total streaming, elle aurait peut-être eu un meilleur accueil. Mais quand Fergie sort MILF Money en 2014, tout le monde va voir le clip parce qu'il y a plein de célébrités. Il y a Kim Kardashian qui se met du lait partout. Il y a plein de références sexuelles. D'ailleurs, le titre est clairement, encore une fois, explicite. C'était une manière de revenir sur le jeu de mots explicite de London Bridge en allant un peu plus loin cette fois-ci. Parce que ça veut dire quelque chose que je ne peux pas forcément dire dans les vidéos, mais voilà quoi, vous avez compris. Et tout le monde va vouloir aller voir le clip, mais les gens ne vont pas kiffer la chanson. Le concept était plutôt, entre parenthèses, sympa de dire que bon, on va ressortir le fait que je viens vers la quarantaine, je suis plutôt une maman, mais je suis quand même une maman que les jeunes peuvent encore regarder, parce que c'est ça que ça veut dire en fait, ce sont les mamans que les jeunes hommes regardent et voudraient aider à repeupler la planète, une fois encore si c'est possible. C'est un peu ça le concept du truc, et ce n'est pas mal pensé parce que ça sort au moment où on a l'invasion du hip-hop sur le mainstream, et elle se dit avec ce langage là qui va parler implique beaucoup plus hip-hop, et de l'autre côté un clip beaucoup plus pop, tout le monde va se retrouver, sauf que les gens ne vont pas se retrouver et ça va un peu casser l'air, ça va casser la dynamique autour de l'album. Interscope qui a d'autres artistes, et là c'est hyper intéressant au même moment, va commencer à se dire, est-ce qu'il faut vraiment continuer à investir autant d'argent sur cette fille en fait? Est-ce qu'elle est vraiment rentable? C'est pas sûr, c'est même mieux qu'elle retourne chez les Black Eyed Peas et qu'on annule ce second album. Ils vont penser à plein de choses, mais ils ne vont plus vraiment soutenir l'album de Fergie et elle-même ça va la frustrer. Ils finissent par lui proposer de ressortir un album avec les Black Eyed Peas avant de sortir cet album là.
elle ne veut pas. Et c'est donc comme ça que Interscope et Fergie vont rompre alors que les Black Eyed Peas sont toujours signés chez Interscope et qu'elle travaille sur certains titres avec will.i.am en fait. Les relations humaines ne sont pas rompues, mais entre elle et le label, il n'y a plus rien. Et c'est aussi comme ça que quelques temps plus tard, elle dira qu'elle va apprendre que les Black Eyed Peas enregistrent un album, mais qu'elle n'a même pas été appelée pour le faire en fait. Sauf qu'à ce moment précis, ce qui l'anime, c'est bien sûr de voir comment elle peut se repositionner sur la scène. Et sur la scène à l'époque, il y a une rappeuse qui commence à cartonner, qui est blanche. Elle s'appelle Iggy Azalea et elle énerve pour beaucoup et de nombreuses raisons les Américains. Pas simplement le public afro-américain. Iggy Azalea, et je vais donc faire une analyse sur elle parce que ce n'est pas simplement une analyse musicale en fait. Dans le cas d'Iggy Azalea, on voit bien que chez les Américains, il y a quelque chose de très patriotique et ce n'est donc pas simplement une analyse sur la musique. Sa carrière est une analyse peut-être même un peu plus sociologique de ce qu'est vraiment l'Amérique. Mais ce qui se passe, c'est donc que Iggy Azalea agace le public afro-américain et quand ils la voient, ils se disent mais en fait, elle ne nous respecte pas, alors que avant là, on avait une blanche là qui rappait un peu, c'était pas totalement une rappeuse et elle était cool en fait. Elle ne faisait pas un faux accent et c'est donc comme ça que Fergie va être plus ou moins appelée ou alors citée pour pouvoir taper à plusieurs reprises chez Iggy Azalea. Dès 2014, pile au moment où Iggy Azalea cartonne et qu'il y a toutes les polémiques autour d'elle, en fait ce que les DJ afro-américains font, c'est que tout le temps on appelle Fergie au téléphone. Et quand on appelle Fergie au téléphone, waouh, on la loue. On dit vraiment, toi tu étais vraiment la meilleure, tu as ouvert la porte, certains de tes couplets étaient iconiques. J'adore parce qu'il y a un moment où un DJ lui dit, oui, dans la chanson qui est un peu bizarre, la chanson commence c'est un peu bizarre, après ça continue c'est un peu bizarre. Il parle donc d'un titre de The End, I'm a Bee, et c'est trop électro pour eux en fait. Mais ils essaient tellement de ramener Fergie vers ce truc hip-hop qu'il prend cette chanson et il dit que ton couplet était quand même bien. On s'est dit que ton couplet était quand même bien, même si la chanson était un peu bizarre. Last Black Eyed Peas record that was hard, and then it gets weird in the middle, and you rap, and then it gets weird in the middle of the song and goes to a whole different place. Anyways, I'm a Bee? Yes, it was I'm a Bee. I'm a Bee on the next list. I'm a Bee. I'm a Bee. So I'm a Bee came out, and Ebro goes, yo, y'all can say what you want. Fergie's the best female MC in the game. On va rappeler à plusieurs reprises sa prestation avec Nelly sur Party People. Et c'est vrai que ce soir-là, elle avait été particulièrement bonne ce jour-là. Et on va dire que vous voyez, en fait, une rappeuse blanche qui respecte les codes, qui est polie. Et c'est vrai que Fergie est très polie, très respectueuse de l'univers hip-hop. Et donc, ils vont se dire que elle, on la préfère à l'autre là, même si c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment une rappeuse et elle le dit en fait, elle dit je ne suis pas totalement une rappeuse, j'aime le hip-hop, je peux rapper certaines fois, mais c'est pas ma profession. On lui dit non, c'est pas grave en fait, mais c'est pas ta profession, nous on aime et on veut juste que tu te taises et qu'on te fasse des compliments. Just be quiet, Fergie, I don't want you to be a part of this, okay? You stay clean and away from me right now, I'm about to wild out. Iggy Azalea, Miley Cyrus, Fergie is back. She's coming for your spot. What? She's the official chick when it comes to white chicks grabbing this mic. Et c'est vraiment ça en fait. Et le but de tout ça, c'était bien sûr qu'on aime bien Fergie et qu'elle va un peu plus se livrer parce que justement, je pense que l'un des points de sa carrière, c'est qu'elle a longtemps été, même quand elle a cartonné en solo, la fille des Black Eyed Peas. Et les gens n'avaient pas vraiment une connaissance de qui elle était. Et dans cette période-là, elle va faire pas mal d'interviews à la radio américaine, dans plein de radios afro-américaines parce qu'on l'invite beaucoup. Mais la cible dans toutes ces interviews-là, même si on ne le dit pas toujours, c'était elle. Mais le manque de bol pour Fergie, c'est que si elle avait peut-être eu plus de soutien du label à ce moment-là, elle aurait peut-être pu avoir une sorte de soutien hip-hop ou quelque chose. Il aurait pu avoir des brides de quelque chose. Sauf qu'il va se passer que le label Interscope n'y croit plus, donc il se sépare petit à petit d'elle. Et entre le moment où le contrat se rompt avec Interscope et le moment où Fergie va sortir son album, il va se passer 3 ans. 3 années, c'est long. C'est-à-dire qu'en 2017, quand elle revient avec d'autres singles, et notamment un single qui était plutôt sympa et qui est même ma préférée d'elle, parce que rien que le beat là de Hungry, bah quand elle revient avec ça, 3 années sont passées. Iggy Azalea, plus personne n'en entend parler parce qu'ils ont réussi à la tuer. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Fergie fait exprès d'avoir ce fameux featuring Nicki Minaj qui s'appelait You Already Know. C'est parce qu'elle comprenait très bien sur quelle ligne elle jouait, mais le titre est pas ouf et ça ne va pas prendre non plus. Yo,
Une partie des raisons du flop de cet album se trouve exactement dans le succès du premier. Je vous ai expliqué quoi. Au début, il y avait toute la hype autour des Black Eyed Peas. La fille des Black Eyed Peas, c'est vrai que bon, elle pisse dans sa culotte, mais bon, on l'aime quand même. Il y avait toute cette hype là. will.i.am était le producteur de l'époque qui était en train de monter, de produire un peu partout. Il y avait aussi derrière Gwen Stefani qui avait fait l'ouverture. Elle n'avait plus qu'à marquer le but qu'elle a effectivement marqué. Mais 11 ans plus tard, cet écosystème a totalement disparu. will.i.am est lui-même un peu dans les choux parce qu'il a essayé à plusieurs reprises de lancer sa carrière solo. Ça n'a pas pris de ouf. De l'autre côté, Gwen Stefani a été abandonnée par ses Harajuku Girls et donc c'est un peu difficile pour elle de son côté. Et Fergie n'a pas consolidé. Quand elle arrive avec cet album qui n'est pas extraordinaire, j'avais fait une chronique que je mettrai dans la barre, l'album n'est pas ouf. Il y a aussi ce côté où elle se dit que bon, le public urbain me fait des compliments, qu'est-ce que je peux faire? Donc elle sort des singles plus urbains, mais le public urbain lui fait des compliments. Pourquoi? Pour pouvoir taper sur l'autre en fait. Ils ne sont absolument pas son public de base, ils se servent d'elle pour taper sur l'autre même s'ils l'aiment bien. Et au final, elle est un peu perdue, surtout, et c'est ça la chose décisive, elle est en indépendance, c'est-à-dire que tout l'album est payé de sa poche, toute la promo est payée de sa poche, et c'est ça qui va être un peu difficile, et c'est pour ça que quand le flop va arriver, même si elle va faire tout pour clipper toutes les chansons, faire un album visuel, le flop sera terrible. En France, la première semaine est catastrophique, même si elle était venue nous draguer en disant que bon, l'album a des influences françaises par-ci par-là. Bon, moi j'ai écouté l'album, j'ai jamais vu, mais bon, voilà. Cet album a beaucoup de petites influences françaises qui se sont faites naturellement. Et aux US, ça ne se passe pas mieux et c'est pour ça qu'il passe très très vite à la trappe. De l'autre côté, will.i.am va faire quelque chose qui va surprendre énormément de monde. Il va décider de totalement rebrander la marque Black Eyed Peas en revenant sur les fondements même de la marque. J'ai fait donc une explication du pourquoi dans une mini vidéo que vous allez trouver sur la chaîne, mais en fait, il revient au socle même, au son underground du début. Ça n'a pas marché sur le public mainstream, mais il va se dire que ce n'est pas grave en fait. Il va essayer de recruter une autre chanteuse pour remplacer Fergie. Et c'est donc là qu'on va encore une fois penser à notre amie Nicole Scherzinger, déjà prête à venir arracher le micro là. En fait, j'adore cette vidéo parce que c'est son instinct en fait. La prestation va bien se passer parce qu'ensuite ils vont chanter ensemble, mais sa première réaction quand elle se rend compte que son micro à elle ne marche pas, c'est d'arracher le sien même s'il n'a pas fini sa phrase en fait. C'est là que tu vois que c'est vraiment une guerrière. Nicole à son maximum. Elle s'apprêtait à venir faire donc ça à Fergie une nouvelle fois, mais il se trouve que encore une fois, les négociations ne vont pas aboutir. On n'a pas la raison officielle, mais je pense que will.i.am a vu sur le long terme. will.i.am s'est dit, vu que de toute façon, je vais revenir sur la scène pop, pourquoi prendre une ancienne formule en fait? Dans son cerveau depuis le début, comme il a un ego aussi, Fergie n'est qu'un élément qui lui a permis d'arriver sur la scène pop. Elle n'a jamais été un des piliers des Black Eyed Peas. Donc s'il veut se rebrander sur la scène pop en 2019-2018, pourquoi reprendre Fergie vu qu'elle n'a pas la même fraîcheur sur cet écosystème en 2018? Pourquoi prendre une chanteuse dans la quarantaine au lieu d'en prendre une nouvelle toute jeune pour faire cette transition? Et c'est exactement ce qu'ils vont faire vu qu'ils ont une nouvelle chanteuse et qu'ils sont passés par le marché latin pour atteindre le monde, ce qui était très très bien pensé de sa part. Elle n'a pas de problème officiellement avec ça, vu qu'elle a même partagé quand l'album est sorti. Et surtout en interview, elle a jamais vraiment bâché will.i.am en fait. Elle a peut-être des fois un peu égratigné, mais elle a toujours été hyper respectueuse du fait qu'elle n'avait pas du tout cette culture hip-hop. Il l'a amenée là, ils l'ont accepté. Et au début, effectivement, les gens l'insultaient et ils lui ont dit vas-y, vas-y. Elle est très reconnaissante du fait qu'on lui a donné sa chance dans un univers qui n'était pas le sien à la base. Et c'est aussi pour ça que les gens à la radio l'aiment beaucoup quand elle s'exprime, parce qu'elle a ce côté où je ne suis pas une rappeuse, je ne connaissais pas bien cette culture-là, je l'aime juste de l'extérieur et je suis très heureuse d'être accueillie à chaque fois aussi chaleureusement en fait. Elle a ce capital sympathie-là qui fait en sorte qu'elle est appréciée et jamais elle a dit que oui, mon ego est blessé, j'aurais dû être la meuf sur le devant de la scène, c'est moi qui leur ai apporté le succès. Elle a jamais été dans cette concurrence-là. Elle n'est pas du tout en frontale contre lui comme elle a pu l'être contre l'hymne national américain. C'est un peu la chose qu'il a remis sur le devant de la scène parce qu'elle a complètement massacré l'hymne national des États-Unis. Mais en réalité, moi, j'avais pas été surpris parce que je me rappelais qu'une fois aussi, elle avait massacré l'hymne national et même Michelle Obama était surprise. En fait, Michelle Obama s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Whose
En fait, Fergie, pour moi, c'est pas une mauvaise chanteuse, en tout cas en live. En fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été surpris du fait qu'en studio, elle est quand même capable d'avoir une véritable diversité. Ça veut dire que quand même, en studio, elle travaille. Or, en live, même si elle a des bons jours, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un mauvais placement et un problème au niveau de sa respiration. C'est-à-dire qu'elle contrôle mal sa respiration. Et pour pouvoir cacher ces deux petits soucis-là, très souvent, elle grogne ou alors elle exagère ses kicks vocaux, en fait. Comme la fois, elle était chez Skyrock. Sing like a bird. Sing like a bird. Sing like a bird. La da da da. La da da da. La da da da. La da da da. Pour moi, même si elle a beaucoup de capacités en studio, elle n'a jamais été exceptionnelle en live et cette hymne nationale l'a démontré. Même si je ne pense pas que ça va totalement détruire son image, elle peut toujours revenir. C'est pas ça qui va détruire complètement son impact sur la scène pop parce que c'est pas dans cette cour-là qu'elle joue en fait. Les gens l'aiment pour toute autre chose. Ils l'aiment pour le côté funny, funky ou ils l'aimaient plutôt pour tout ça là. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle a raté l'hymne national que ça va totalement détruire tout ce qu'elle a accompli au cours des dernières années. Pour le retour chez Black Eyed Peas, il semblerait aussi que le fait qu'elle ait peut-être consommé la chose avec Taboo, vu qu'elle l'a avoué dans une émission chez Oprah, Taboo and I made out. What? cette révélation a choqué les gens parce que Taboo est marié depuis le début du groupe et certains pensent aussi que de fait peut-être que ça a créé une animosité qui fait en sorte que bon, ils ne s'entendent plus comme c'était au début. Mais je pense toujours que will.i.am dans son esprit voit Fergie comme un argument pop en fait. Il ne la voit vraiment pas comme une des pilières du groupe, comme la majeure partie des gens la voient parce que eux ils ont découvert Black Eyed Peas avec Fergie. Pour will.i.am c'était l'argument pop parce que ça marchait comme ça à cette époque là et peut-être que dans 10 ans ce ne sera plus la petite qu'ils ont actuellement et qu'ils produisent et ce sera une autre et ils seront toujours tous les trois en fait et peut-être que dans 5 ans ils feront revenir Fergie pour une tournée nostalgie, c'est à dire que c'est vraiment ça et dans son esprit la marque Black Eyed Peas à savoir E3 prévalent sur tout le reste. Maintenant le plus difficile pour Fergie sera de se retrouver un nouveau label si elle veut faire de la musique. Moi je pense qu'elle devrait peut-être essayer de taper dans le rock un jour en fait, de la pop rock là, elle peut s'en sortir sur certaines notes là. Souvent quand elle pose, vous voyez qu'elle peut aller là-bas, une espèce de truc pop rock là et peut-être avoir une espèce de carrière adulte, même si je pense aussi qu'elle a été tellement guidée dans sa carrière mainstream que ça va être très compliqué pour elle de voir comment elle peut se projeter en solo pour le moment. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse sur sa carrière, mais je tiens à dire une chose, très souvent même on parle des rappeuses mainstream en disant que oui, il n'y avait que les rappeuses des années 90 qui ont cartonné jusqu'en 2002-2003 et ensuite il y a eu Nicki Minaj. Et en fait, cette analyse-là n'est pas tout à fait vraie. Elle n'est pas tout à fait vraie, pourquoi? Parce que même si les DJ là exagéraient en disant à Fergie que oui, tu es la première rappeuse blanche, plein de choses comme ça, en fait, quand vous écoutez attentivement certains titres de Fergie, vous faites très vite le rapprochement entre le truc hip-hop, quand je dis hip-hop, cette fois-ci c'est hip et pop, comme pop mainstream en fait, donc le truc hip et pop de Fergie là, vous le retrouvez chez Nicki en fait. Par exemple, si vous écoutez Fergalicious, et là je ne suis pas en train de vous dire que Nicki a copié parce que ses fans sont toujours un peu bizarres, on ne sait jamais avec eux. Mais pour les gens qui sont plus ou moins normaux, écoutez Fergalicious de Fergie. Écoutez Anaconda de Nicki Minaj. Vous allez voir qu'en fait, même si elle n'a pas été une rappeuse et vendue comme une rappeuse, elle a fait la liaison entre cet univers très hip-hop des années 90 et du début des années 2000 et cet univers hip-hop que Nicki Minaj va ensuite porter très haut. Souvent on dit que tout a été construit en 2009, ce n'est pas vrai en fait. Quand vous écoutez attentivement la manière dont Fergie a amené son son, même si très peu de gens lui reconnaissent, et c'est cette partie là qu'on ne lui reconnaît pas du tout, bah en fait il y a quand même un apport, même si ce n'est pas, et ça n'a jamais été véritablement une rappeuse. Bref, c'est la fin de la vidéo. Si vous en voulez plus, faut vous abonner parce qu'on va en parler très certainement dans 2 autres vidéos sur 2 autres rappeuses. Mais pour le moment, dites-moi ce que vous pensez de Fergie en fait. Est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que vous ne l'aimiez pas? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez pas? Quelle est votre chanson préférée? Et surtout, que pensez-vous donc de ce parcours? Est-ce qu'il vous inspire? Comment vous la trouvez? Sympathique? Est-ce que vous attendez son retour ou pas du tout? Ou alors est-ce que vous voulez qu'elle revienne dans les Black Eyed Peas? Même si will.i.am ne pense plus qu'elle soit assez marketable aujourd'hui, est-ce que vous la voulez de retour dans les Black Eyed Peas? Ou est-ce que vous voulez qu'elle continue plutôt en solo et qu'elle trouve une nouvelle identité pour sa carrière adulte? N'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.